Bonjour tout le monde. En janvier, on est plein comme ça, on est 500, puis je suis obligé de dire 3 fois bonjour pour avoir le silence. Je ne sais pas si c'est la composition de la salle ce midi qui aide à la discipline. Donc, merci beaucoup. Je me présente, Clément Roberge, président du Cercle Finance du Québec. Je vous souhaite la bienvenue à ce dîner-conférence. Nous sommes très heureux de recevoir pour une présentation sur le blockchain qui, pour tout le monde de la finance, devrait dépasser largement les bitcoins dont tout le monde parle. C'est probablement la partie la moins importante et on espère ce midi, avec nos experts, parler des parties les plus importantes. Donc, même si nous sommes dans le cadre du 3e colloque annuel des femmes en finance organisé par le Cercle Finance, ce sujet de conférence s'adresse autant aux hommes et aux femmes de la finance et en dehors de la finance qui sont susceptibles de subir des impacts à moyen et long terme de cette nouvelle technologie-là. Merci grandement du support de nos partenaires financiers que vous allez voir dérouler à un moment donné, les logos qui ont été la pierre angulaire de notre journée. Même si on est bénévole, leur appui fait la différence entre une journée et pas de journée. Nous commençons plus tôt qu'à l'habitude pour pouvoir mieux couvrir les divers aspects. Donc, la conférence sera à 12h25. Je vais vous présenter, comme à l'habitude, la table d'honneur. Donc, Mme Nicole Saint-Hilaire, vous applaudirez seulement à la fin. Mme Nicole Saint-Hilaire, vice-présidente du Cercle Finance du Québec, entre autres la responsable de l'organisation de l'événement aujourd'hui et des dernières années. Mme Denise Périgny, j'en profite pour saluer sa fille, Sophie Damour, rectrice de l'Université Laval, qui est avec nous, qui a été avec nous comme conférencière les 2 premiers événements qu'on apprécie énormément. Elle a avec elle également Marie-Huguette Cormier, qui a été aussi très impliquée, et Mme Julie Bédard également, qui sont également des leaders de l'effet A. Nicole parlait ce matin là, de l'effet A sur Québec il y a 4 ans, la première fois qu'on a accueilli, et là, maintenant, ça donne des résultats majeurs. Et évidemment, c'est aussi l'épouse de M. Damour qui a été panéliste déjà aussi, qui est avec nous ce midi. Donc, bien, il nous manque finalement une seule personne dans la famille et ça serait complet. Madame Elisabeth Garin du Fonds de recherche du Québec, partenaire aujourd'hui. Le Fonds de recherche annonce aujourd'hui d'ailleurs son programme audacieux à Montréal avec plusieurs projets multidisciplinaires, une nouvelle approche. Le scientifique en chef nous avait déjà parlé de cette idée-là qu'il avait en arrière de la tête quand il était venu comme conférencier ici. On voit que ça se matérialise. Madame Julie Reich, présidente de l'Institut québécois de planification financière. Madame Marie-Claude Bédard, représentante d'Intact, qui est partenaire majeur de notre activité aujourd'hui. Merci beaucoup. Madame Martine Lajoie du ministère des Finances du Canada, qui a été conférencière ce matin à l'ouverture sur les efforts d'avancement des femmes vers la parité à partir des politiques budgétaires du gouvernement fédéral, mais les incitatifs divers. Donc, merci beaucoup. Vous auriez dû être là, ceux qui n'y étaient pas. C'était fort intéressant. Enfin, vous viendrez l'année prochaine. Madame Laurence Henneger, j'ai de la misère, consul général de France à Québec, qui est notre volet international pour s'assurer qu'on n'oublie pas que ce n'est pas seulement à Québec. Merci beaucoup de votre présence. Nos panélistes ce midi, Mme Lise Estelle Brault de l'Autorité des marchés financiers, M. Francis Nadeau d'Hydrolab, expert dans le domaine, M. Jean-François Derico, Langlois, avocat, qui est partenaire majeur aussi de l'événement, M. Chadi Abim, PVP Technologie, j'imagine que ça se dit encore comme ça, en tant qu'ancien de Desjardins, du mouvement Desjardins, qui est partenaire majeur et qui a sûrement des décisions et des réflexions majeures dans le domaine
en question. Madame Caroline Saint-Jacques de Manuvie, animatrice ce midi. Manuvie qui est aussi partenaire majeur. Et Madame Geneviève Motard, PDG de l'Ordre des CPA du Québec. C'est elle qui va venir vous arrêter de parler tantôt et annoncer notre panel pour ce midi. Donc, vous pouvez applaudir et bon appétit. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est moi qui ai la job plate de vous demander d'arrêter de manger. On a un excellent panel pour vous ce midi. Alors, bonjour à tous. Mon nom est Geneviève Motard. Je suis présidente et chef de la direction de l'Ordre des CPA du Québec. Ça me fait un grand plaisir d'être avec vous ici aujourd'hui. J'ai un petit faible pour Québec, c'est quand même ma ville natale. Alors, quand je reviens, bien, je rate rarement une occasion d'y revenir. Donc, bienvenue et merci. Alors, au nom de l'Ordre, bien, vous pouvez vous imaginer que le sujet de la blockchain, ça nous interpelle beaucoup comme profession comptable. Alors, j'ai bien hâte d'entendre Caroline et les membres du panel aujourd'hui. Vous savez, on dit souvent que les technologies peuvent transformer non seulement la façon dont on fait des affaires, la façon dont on travaille, mais le tissu social même de notre société. Comme la machine à vapeur a amené la révolution industrielle, Internet a amené la révolution des données. Et plusieurs experts s'entendent pour dire que la blockchain, c'est la prochaine génération et c'est l'invention la plus importante depuis l'Internet. Alors, c'est pas peu dire. Si vous lisez à peu près toutes les études de marché sur l'impact qu'aura l'ère numérique et la blockchain, vous allez voir que la profession comptable est très, très interpellée par cet enjeu-là. Et je pense que ça serait se mettre la tête dans le sable de dire que ça ne va pas profondément changer notre métier. En permettant de créer des registres qui sont sécuritaires, fiables, ça va changer totalement la fonction de gestion financière, d'audit, d'examen, qui sont au cœur même de notre profession. Une grande part d'un auditeur maintenant, c'est faite à checker des affaires. Mais maintenant, la blockchain va nous aider à checker des affaires. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont interpellés en disant, mais est-ce que la blockchain, bien, ça va éliminer le travail d'un comptable? Mais moi, j'aurais le goût de vous dire oui, mais ça va juste éliminer la job plate d'un comptable, qui est de ticker des affaires. Ça va permettre aux CPA d'avoir accès à des registres en temps réel, de l'information en temps réel, et ça va permettre au CPA d'avoir plus de temps, parce qu'il ne fera plus la job plate, de conseiller ses clients, d'accompagner son employeur dans la prise de décision. Évidemment, ça vient aussi avec des enjeux. Hein? Une blockchain, toute innovation, bien, ça pose des risques, ça nous fait poser des questions, et ça nous amène à réfléchir. Comment la profession comptable devrait embrasser ce changement-là? Comment on devrait repenser notre profession? Comment il faut vouloir former nos CPA? Plus à ticker des affaires, mais à réfléchir, à comprendre ce monde-là. Comment on va faire évoluer notre grille de compétences, par exemple? Je suis heureuse quand même de vous dire que l'Ordre des CPA, je vais prêcher un petit peu pour ma paroisse quand même, s'est saisi de ces enjeux-là. Et on s'est doté d'outils de réflexion, de livres blancs, de guides pour accompagner nos membres. Alors, ceux qui sont CPA dans la salle, puis je pense qu'il y en a quelques-uns quand même, je vous encourage à aller voir tout ce qu'on est en train de développer pour vous à l'Ordre. Et ça s'adresse aussi aux membres du public qui s'intéresseraient aux réflexions de la profession comptable. On a des outils qui pourraient aussi vous être utiles, qui sont sur notre site web et totalement gratuitement. Alors, comme vous voyez, ça m'interpelle beaucoup. J'ai très hâte d'entendre nos panélistes parce que je pense que ça va être un sujet palpitant. Alors, Caroline, je te cède la parole et je vous souhaite bon dîner. Au plaisir. Bonjour à tous. C'est un grand plaisir que de me retrouver encore une fois à Québec. C'est vraiment magnifique et ça me permet de revoir tous mes amis. Alors, je vous salue tous. Aujourd'hui, avant de commencer, avant de présenter mes invités panélistes,
J'aimerais qu'on se prépare un petit peu en prévision du 1er octobre. On va aller voter. Alors, je vais vous faire voter 2 fois. J'aimerais savoir qui dans la salle ici, à main levée évidemment, est un expert du blockchain, mange avec son blockchain, parle à son blockchain. Est-ce qu'il y en a ici qui sont vraiment des geeks du blockchain? Formidable. Donc, sur une échelle de 0 à 5, j'imagine que vous vous situez entre 0 et 3. Est-ce qu'on lève la main? Excellent. Alors, ça me rassure beaucoup parce que ça va aller dans le sens des questions que je vais pouvoir poser aux panélistes. Alors, je vous présente Mme Lise Estelle Brault, qui est directrice principale de l'encadrement des dérivés, qui est le département de l'Autorité des marchés financiers du Québec, qui est responsable de réglementer les dérivés au Québec. Mme Brault est également membre du comité directeur du groupe de travail sur les fintechs de l'Autorité et dirige les travaux du groupe de travail dédié à l'étude de la technologie blockchain et de ses impacts potentiels sur les marchés financiers. Avant de se joindre à l'AMF, elle a cumulé 10 ans d'expérience en gestion des risques financiers, notamment à la Caisse de dépôt et placement du Québec et chez Investissement PSP. Elle détient une maîtrise de la London School of Economics and Political Science, ainsi qu'un baccalauréat bidisciplinaire en mathématiques et économie de l'Université de Montréal. En 2017, elle a remporté le prix Étoile montante de l'Association des femmes en finance du Québec. M. Chadi Habib, juste à ma gauche ici, qui est titulaire d'un baccalauréat en génie mécanique de l'Université McGill, ainsi que d'une maîtrise en administration des affaires de l'École de commerce Richard Ivey. M. Chadi Habib est le premier vice-président technologie de l'information pour le mouvement Desjardins et membre des conseils d'administration de Zach Bank et Monetico International. Les 4000 personnes composant sa première vice-présidence sont responsables de l'ensemble des solutions et des opérations technologiques des secteurs de la finance et des assurances du mouvement Desjardins. Il assume aussi le co-leadership de la transformation numérique amorcée par le mouvement, un virage important visant à faire évoluer les services offerts aux 7 millions de membres et clients de Desjardins. Avant d'entrer au service de Desjardins en 2011, M. Habib a occupé des postes de cadre supérieur au Canada, aux États-Unis et en Europe. Il est membre du Conseil consultatif québécois des technologies de l'information qui alimente les réflexions du gouvernement au sujet du numérique. M. Jean-François Derico, à gauche, est associé au bureau de Langlois Avocat et fait partie du comité exécutif du cabinet. Il pratique en litige commercial, en droit des technologies de l'information, ainsi qu'en faillite et insolvabilité. Il conseille les organisations en matière de gouvernance et de conformité réglementaire, de négociation et de rédaction de contrats, de protection des renseignements personnels et de gestion des droits de propriété intellectuelle. Il intervient ici notamment en regard de projets de développement d'applications logicielles, d'impartition de services informatiques, d'approvisionnement en services et équipements technologiques et d'implantation de processus d'affaires électroniques. M. Derico figure dans la liste Best Lawyers in Canada and Canadian Legal Expert Directory en droit des technologies depuis 2016. Enfin, et non le moindre, c'est sûrement notre plus jeune d'ailleurs, M. Francis Nadeau, qui est CEO chez Hydralab, une entreprise offrant des solutions blockchain. Il est analyste blockchain au FinTech Lab et également cofondateur du Blockchain Hub Québec. Lors de son parcours universitaire, il a été chercheur associé dans le domaine de l'intelligence artificielle et de la technologie financière. Auparavant, il a agi à titre d'analyste de produits pour Coveo, un chef de file dans la recherche intelligente. Il détient un bac en gestion des technologies de l'UQAR à Lévis et il a évidemment une forte expertise en technologies émergentes. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir notre panel. Alors tout d'abord, pour mettre la table, qu'est-ce que le blockchain? Qu'est-ce que c'est concrètement? Et je vais passer la parole aux deux ici, aux champions de l'innovation de Desjardins et aux champions de technologie chez Hydralab. Donc, Francis et Chadi, s'il vous plaît, je vous laisse la parole. Merci, Caroline. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Non? Est-ce que vous m'entendez bien? Peut-être que ce serait que techniquement ça fonctionne. Il n'y a pas de batterie. Oui. Vous m'entendez bien? Ah, peut-être qu'il y a un
pas allumé. Oh, faut se dépêcher, on est en train de perdre le monde. Évidemment, ça arrive à quelqu'un responsable des technologies. Hein. Merci beaucoup. Ça me donne mon icebreaker pour la journée. Merci, Caroline, pour la question. On m'a demandé, avec Francis, on va prendre quelques minutes pour vous parler un peu c'est quoi blockchain. Fait que notre défi dans les prochaines 5-10 minutes, c'est d'essayer de faire ça le plus simple possible, mais le plus comestible possible. Écoutez, juste en matière d'introduction, j'aimerais juste vous partager que d'abord, pour nous chez Desjardins, blockchain fait partie de 14 tendances différentes qui sont en train de perturber le monde. Elle est une tendance très importante, mais elle n'est pas la seule tendance en passant. Et aujourd'hui, la façon que moi je vais aborder le sujet, ça va être surtout sur l'impact sur notre industrie et quelques autres industries. On ne présume pas le mérite de recherche et développement et tout ce qui se fait autour de ça, mais spécifiquement dans l'application de ces techniques-là dans notre industrie. Est-ce que ça vous va? Vous n'avez pas grand choix, mais je pose la question quand même. Commençons un peu à... J'ai cliqué en passant. Dites-moi pas que mon clicker ne fonctionne pas. OK, non, j'ai besoin de l'autre page. Oui, c'est parfait. On ne peut pas parler de blockchain sans parler de Bitcoin. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le blockchain, mais il faut juste revenir un peu en arrière pour parler de Bitcoin. En 2007, il y a une personne qui s'appelle Satoshi Nakamoto qui a déposé un papier sur l'Internet qui disait qu'il va résoudre un des problèmes les plus importants dans l'histoire de l'Internet, c'est le défi de double dépense. Comment je prouve que Shadi n'a pas donné le même dollar à cette personne et à cette personne en trichant, okay? Sans un intermédiaire qui valide ça. Parce qu'aujourd'hui, la majorité de ces transactions-là sont validées par une tierce partie, surtout des institutions financières. Okay? Comment je m'assure que le dollar que je donnais à Caroline, je n'ai pas triché et j'ai donné sur l'Internet le même dollar à Francis? Cette personne-là a déposé ce papier et il a lancé la première blockchain avec des transactions Bitcoin en 2008 à peu près, en passant. Et c'est là que ça a commencé. Et il a prouvé qu'on a, pour la première fois dans l'histoire du monde, on a résolu ce problème. On a trouvé une technique décentralisée, sans une partie intermédiaire, pour passer un actif virtuel d'une place à une autre, sans une institution financière ou sans un courtier ou sans peut-être une comptable. Je ne veux pas vous stresser pour le moment, on va revenir à ce sujet-là. Okay? Petite anecdote, Satoshi Nakamoto, on ne sait toujours pas c'est qui. Et il détient aujourd'hui dans son compte 960 000 Bitcoin. Pour ceux qui suivent la valeur de Bitcoin, à Noël 2017, Satoshi Nakamoto valait 20 milliards de dollars US. Aujourd'hui, il vaut seulement 5 à 6 milliards de dollars US selon la valeur de Bitcoin aujourd'hui. En passant, plusieurs personnes prétendent d'avoir daté M. Nakamoto ou Mme Nakamoto. En passant, on ne sait même pas. Mais jusqu'à date, il n'y a aucune transaction qui s'est faite au nom de cette personne-là pour le moment. Okay? Plusieurs personnes prétendent d'être cette personne-là, mais jusqu'à date, on n'a pas trouvé l'identité de cette personne-là. Rapidement, ça va être ma dernière page ici. Après ça, je vais céder la parole à Francis qui va aller un peu plus loin. Prenons 2 secondes juste pour le fun. Comment ça fonctionne une transaction, surtout sur le blockchain. Blockchain est très simple. Hein? Le mot blockchain, c'est un peu comme un grand livre. Si on regarde ça, c'est un grand livre qu'on va partager avec tout le monde. Il a plusieurs caractéristiques importantes dans sa forme publique. On va parler de cette notion plus tard. C'est très important comme notion. Sa forme publique, c'est un grand livre qui appartient à personne, qui est partagé à beaucoup de personnes. On ne peut pas la changer, sauf à un seul mécanisme que je vais expliquer tout à l'heure. Et jusqu'à date, les fondamentaux de sécurité et cryptographie en arrière de ce grand livre n'étaient pas compromis. Il y a plein d'autres incidents qui ont eu lieu, on peut en parler tout à l'heure, mais la structure elle-même, parce qu'elle est basée sur, en passant, les techniques très classiques de cryptographie, elle n'était pas compromise. Une transaction très simple sur le blockchain aujourd'hui, ça peut être un transfert d'argent, un transfert d'actifs ou une exécution d'un contrat intelligent. À gauche, quelqu'un a besoin autoriser sa transaction. En passant, c'est un des défis les plus importants aujourd'hui, c'est la protection des clés privées des personnes qui autorisent la transaction. Et tout peut être anonymisé aujourd'hui. Moi, je soumets une demande de transaction à l'univers dans l'Internet
Plusieurs personnes demandent ça. Mettons, ma transaction, c'est de transférer 20 $ à Francis ou transférer un actif à Francis. Toutes ces transactions sont ramassées sur l'Internet et après une certaine masse critique, plusieurs de ces transactions-là vont être mises dans un bloc de transactions, une liste, une sous-liste de notre grand livre. Et là, il y a une activité qui se passe, qui est un peu technique. Plusieurs personnes à travers le monde vont essayer de résoudre un défi statistique qui s'appelle Proof of Work. On ne va pas rentrer dans ça aujourd'hui. Et ceux qui résolvent ce défi en premier a le seul droit de mettre à jour le grand livre. Mais on ne fait pas confiance à cette personne-là, peut-être qu'il triche. La nature de ce défi mathématique, elle fait en sorte que pour trouver la réponse, c'est ultra compliqué, ça prend beaucoup de puissance et de traitement informatique. Mais pour valider si la réponse elle est la bonne, c'est très, 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 très rapide. Et que la personne, l'entité qui prouve la résolution, demande à tous les autres, est-ce que j'ai trouvé la bonne réponse? S'il y a un consensus, on dit, votre réponse est la bonne. Et dans le diagramme que vous voyez, on va mettre à jour le grand livre avec un set de transactions qui valide que Shadi a bien transféré 20 $ à Francis. Shadi a 20 $ de moins, Francis a 20 $ de plus. Et pour le reste de notre vie, ça ne va pas être changeable, cet élément-là. J'arrête là pour le moment, pour la petite intro sur le blockchain. Et là, on peut appliquer cette dimension-là sur les actifs monétaires, mais plein d'autres éléments. Et je te cède la parole, Francis. Excellent, merci. Très bonne introduction. Est-ce que je peux juste revoir les slides? J'avais quelque chose à montrer aussi. Dans le fond, c'est sûr et certain, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de hype, de buzzword autour du blockchain. Puis ça, c'est bien important que vous compreniez qu'aujourd'hui, il y a peut-être 5-8% des choses que vous entendez qui sont faisables. Il y a énormément d'éléments à mettre en place, que ce soit au niveau de l'instrumentation, au niveau de règles d'identité sur les mobiles et ainsi de suite. Mais grosso modo, ce qu'il faut comprendre, c'est que exactement le blockchain, c'est pas nécessairement très compliqué. J'ai une slide que je pense qu'un coup, vous allez voir cette slide-là, la suivante, vous allez pouvoir expliquer à tout le monde c'est quoi le blockchain. Mais c'est qu'est-ce qui vient autour. Oups, j'ai déjà dépassé. J'ai peut-être quelqu'un qui a changé à ma place, mais dans le fond, ce que je veux expliquer, c'est qu'est-ce qu'il y a autour qui va être intéressant. Donc, au niveau de la notion des contrats intelligents. Contrats intelligents, aujourd'hui, si on va un petit peu dans l'historique des assurances, au niveau des fermiers, dans le temps, il y avait un regroupement de fermiers qui ont dit, bien, on passe au feu une fois de temps en temps, on va mettre de l'argent dans le pot au centre. S'il y en a un qui passe au feu, il va prendre l'argent dans le pot, puis il va pouvoir se rembourser avec ça. C'est ça la notion d'assurance, en fait. Donc, si on est en mesure de dupliquer cette notion-là de façon informatique, ben, on peut enlever énormément de gens. Fait que ça, c'est quand même important de regarder vers où ça s'en va. Il y a peu d'entreprises aujourd'hui qui font de vrais contrats intelligents, mais ça reste que c'est un élément qui va jouer sur le dessus du blockchain. Si on veut, blockchain, c'est une colle qui permet d'agréger beaucoup de technologies ensemble, mais ça reste que blockchain, c'est une base de données qui est distribuée. Pas plus compliqué que ça. Le consensus, donc, comme Shadi l'expliquait, le consensus pour le Bitcoin, bien, on parle beaucoup de proof of work. Il y a énormément d'autres consensus qui sont nés, ou que ce soit des consensus de marketing. Il n'y a pas beaucoup de consensus qui font réellement du sens. Il faut juste concevoir qu'un consensus, c'est une façon que les participants s'entendent sur la façon d'interagir avec le réseau. C'est pas plus compliqué que ça. Fait que si on regarde un blockchain, c'est quoi? Bien, un blockchain, dans le fond, c'est qu'on ne le voit pas super bien à l'écran, mais c'est qu'il y a une signature, il y a du contenu, il y a une signature numéro 2, puis le prochain bloc, le début du bloc commence par une signature qui est la signature du bloc précédent. Donc, ça fait en sorte qu'on n'est pas en mesure d'enlever un bloc au centre de la chaîne, puis par la suite, bien, cette chaîne-là, elle est dupliquée avec tous les participants du réseau. Fait que ça devient de plus en plus sécuritaire. Cette chaîne-là, en fonction des projets, bien, peut-être qu'elle va demeurer sur votre mobile, votre iPad ou différents types de devices, ou peut-être qu'elle va être dans les nuages avec une approche info-nuagique. Donc, blockchain, c'est pas plus compliqué que ça. Le contenu de ces blocs-là, ça peut être une transaction financière, ça peut être du code de programmation, ça peut être un contrat, on échange un véhicule ensemble, donc on fait un contrat. Ça peut être différents types d'éléments. C'est là que ça va devenir ultra intéressant parce qu'il y a énormément d'industries qui vont être vouées à changer avec cette logique-là.
Puis pour terminer, ben, juste pour faire une petite explication de où aussi ça peut aller, vous connaissez beaucoup CarProof. CarProof, dans le fond, c'est un historique d'un véhicule. Mais aujourd'hui, imaginez si vous seriez en mesure d'avoir l'historique de votre maison. Donc, il y a un ID à votre maison, vous avez le pedigree de votre maison. Vous avez le pedigree d'un produit. Vous achetez du saumon, vous voulez faire du tartare, vous ne voulez pas acheter du saumon du Chili. Vous scannez un code QR, vous êtes en mesure de savoir votre tartare, il va être bon à soir parce qu'il... En tout cas, je n'ai rien contre le Chili, mais il est différent. Fait que là, c'est juste que les personnes, au lieu que le data soit dans des bases de données qui sont vraiment en silo, ben, on va construire une base de données que tout le monde va pouvoir contribuer. Les participants vont avoir main mise sur ce data-là. Donc, tout le monde contribue à la création de ce data-là, mais moi, je demeure quand même propriétaire de mon data. Donc, ça peut vraiment aller dans toutes les directions blockchain, sauf qu'aujourd'hui, il y a énormément de choses qui ne sont pas encore digitalisées. Les identifiants de votre maison que je vous parlais tantôt, bien, ça n'existe pas encore. Mais ça s'en va vers là. Puis il faut que le gouvernement ou des entités d'envergure aillent de l'avant pour que rapidement on soit en mesure de mettre ça en place. Sinon, bien, on va peut-être populer des réseaux blockchain qui proviennent des États-Unis ou de d'autres endroits, étant donné que c'est mondial, vu que c'est connecté sur l'Internet. Alors voilà. Alors moi, ma question, c'est qui s'intéresse et qui utilise le blockchain? Est-ce que monsieur, madame, tout le monde peut s'en servir? Comment ça marche? Ah, ben c'est sûr. J'ouvre la conversation, là. Ouais. Jean-François. Moi, j'ai un portefeuille de crypto-monnaie sur mon portable. Là. Alors, théoriquement, quand je fais... Le micro n'est pas ouvert. Je pense que je sais comment l'ouvrir maintenant. Ça a l'air ouvert. Oh. Il ne marche pas de la même façon que le tien. Ça aide d'avoir des gens Il y a techno plus dans la salle. Là, ça marche. Bon, Ça marche. fallait que je me lève. Alors, ce que je disais, c'est qu'il y a des humains normalement constitués qui ont recours à des technologies de blockchain. Alors, moi, j'ai un portefeuille de crypto-monnaie sur mon téléphone portable. Alors, je peux faire des échanges de monnaie. Tu prends ça où, ce portefeuille-là? Sur le App Store ou Google Play. Alors, on télécharge, c'est une application numérique essentiellement. Mais supposons qu'on veut synthétiser, là, je vais le faire dans le paradigme juridique, là, pourquoi est-ce que ça peut être intéressant pour les collectivités de s'intéresser à cette technologie-là? L'exemple de Mme Motard est bon. Toute opération ou acte juridique, là, on ne fera pas un cours de droit, mais c'est transfert d'action ou le fait de compléter une obligation qui a un intérêt à documenter, okay, afin d'être capable d'y référer à un temps ultérieurement pour valider quelque chose, s'assurer qu'on peut continuer à faire confiance à quelqu'un, est un use case potentiel, est un cas d'usage potentiel. Alors, le cas de la maison, il y a des projets de développement de registres fonciers qui sont soutenus par une blockchain. Alors ça, c'est un cas d'usage. Le cas de la traçabilité alimentaire est excellent, c'est-à-dire que, puis ça, il y en a des projets qui sont en développement, pas nécessairement en production, mais qui sont voués à ça. Alors donc, du point de vue juridique, on disait souvent quand on négocie « trust but check », mais l'avenir, ce qu'il faut envisager, c'est on va checker que le système puis le contrat intelligent permet d'adhérer puis d'avoir confiance. Puis après, on va pouvoir faire seulement confiance. On n'aura pas besoin, parce que la source d'information, elle va être immuable et non répudiable. Alors, cet élément de répudiabilité-là, on en a parlé quand on a vu apparaître les signatures cryptographiques il y a plusieurs décennies, c'est un élément fondamental. Puis c'est important ce que nos collègues disaient, c'est des technologies qui étaient préexistantes, qui ont été assemblées ensemble, sauf pour la notion de proof of work, là, selon moi, mais donc, la cryptographie, ça existe déjà, c'est éprouvé. Les réseaux pair à pair, ça existait déjà. Puis le caractère distribué de base de données, mais le génie de Satoshi ou du groupe qui prend ce pseudonyme-là, c'est de les avoir assemblés ensemble. C'est très... Alors, c'est une infrastructure qui permet de déployer plein d'usages potentiels. Et est-ce qu'on peut dire que c'est sécuritaire? Parce que j'imagine que sur un plan réglementaire, ça doit poser quand même des défis de protection de renseignements personnels, des données, etc. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je suis chanceuse. Oui et non. La perspective de l'autorité sur la blockchain, on y va d'une façon peut-être un petit peu plus simpliste. On parle du fait que la blockchain, c'est une base de données avec des propriétés bien le fun pour le monde de la finance.
Donc, il y a toutes sortes de gens qui s'y intéressent, toutes sortes de gens et de firmes qui sont assujettis au cadre réglementaire de l'autorité. Mais ce n'est pas tous les cas d'utilisation qui sont assujettis. C'est là où il faut faire attention entre, par exemple, les fameux Initial Coin Offerings, où dans certains cas, oui, effectivement, c'est une valeur mobilière, donc ça doit être traité comme toutes les autres valeurs mobilières. Le cadre réglementaire s'applique. Mais il y a d'autres cas d'utilisation où c'est vraiment un changement au niveau de la plomberie des marchés financiers. Je pense, par exemple, à tout l'intérêt que les infrastructures de marché, comme les bourses, les chambres de compensation, les systèmes de paiement, peuvent avoir pour cette nouvelle technologie-là. Où là, dans le fond, on vient de changer un morceau de quincaillerie par un autre morceau de quincaillerie qui est plus adapté, plus performant, plus efficient dans le contexte. Donc oui, parfois, le cadre réglementaire s'applique, mais ce n'est pas dans tous les cas. Et ce qui m'amène aussi à une mise en garde, en fait, principalement au niveau des devises cryptographiques. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de hype autour de ça. Tout le monde s'y intéresse. Et il y a des fraudeurs aussi qui s'y intéressent. Donc, il faut être extrêmement prudent quand on s'y intéresse. Alors, parlant de fraude, Jean-François, peut-être, comment vous y prenez pour... on parlait de contrats intelligents tout à l'heure, mais au niveau de la fraude, comment est-ce que ça se passe? Comment vous pouvez intervenir aussi? Shadi en a touché un mot, c'est-à-dire que les éléments fondamentaux de ce qu'on appelle la technologie ou le protocole de chaîne de blocs sont très robustes. Alors, les épisodes où il y a eu, où les criminels ont eu du succès, c'est en s'attaquant à des couches logicielles applicatives qui interagissent avec le blockchain. Alors, les épisodes de crypto-monnaie, alors il y a le DAO, c'est un exemple. Alors, le DAO, c'est une aventure qui a été lancée par des ressortissants d'un pays européen, je ne me souviens plus lequel, mais qui vouait à faire une collecte d'argent réel, de monnaie fiat, là, transformée en Ether, qui est la crypto-monnaie soutenue par une blockchain qui s'appelle Ethereum, afin de financer un projet à être déterminé. Et là, je sais que ça a l'air ésotérique, là, mais c'est bien le cas. Là. Alors, suivez-moi sur un autre pas. Dans le fond, la présentation du projet qui est faite au lieu d'un prospectus, c'est des livres blancs dans cette industrie-là, prévoyait que lorsque l'émission des jetons initiaux, qui ressemble à l'émission d'une valeur mobilière, allait être complétée, le code allait solliciter les souscripteurs de façon à les faire voter sur le projet à mettre de l'avant, puis le thème, c'était Clean Energy. Okay? Alors, le smart contract qui s'appuie puis qui distribue ses données à une chaîne de blocs, lui, il avait une vulnérabilité, une faille qui a été touchée, okay? Qui a été exploitée, devrais-je dire, par, appelons-les les bandits, et qui ont diverti à peu près l'équivalent de 50 millions de dollars. Okay? Alors, il y a des épargnants, parce que c'est comme ça, ou des investisseurs, pas des épargnants, ça prend un peu d'appétit pour le risque, là, qui ont été démunis, puis ça a donné lieu à, je ne sais pas là, comment qualifier ça, là, mais mettez là, 5 geeks autour d'une table en informatique, c'est compliqué des fois à y suivre, mais là, vous en avez des milliers par le monde qui s'obstinent à savoir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce que, philosophiquement, on va toucher au code du smart contract, parce que c'est comme hérétique faire ça, là. On n'est pas supposé. Alors, ils l'ont fait, puis en tout cas, là, on tombe dans des méandres, mais le point, c'est qu'il faut être très prudent dans notre appréciation des intervenants avec qui on transige. Okay? Alors, la même chose est vraie pour ce qu'on appelle des plateformes d'échange. Il y a eu des cas de vol et de fraude informatique qui ne se sont pas attaqués à la chaîne de blocs, mais qui se sont attaqués à la couche logicielle de la plateforme d'échange, l'équivalent d'une bourse électronique, sur laquelle des individus conservaient leurs devises au lieu des migrer vers. Alors, il y a des histoires d'horreur, il va continuer d'en avoir, et ça, c'est vrai dans toutes les couches, mais il faut que, en réalité, c'est une avancée qui va continuer à arriver. Il faut que le régulateur s'y intéresse et avec pertinence et dans le bon moment. Mais il faut aussi que les industries
soit partie prenante au développement de standards pour qu'on atteigne une certaine sécurité, là. Tout à fait. Et parlant justement, si je fais du pouce là-dessus, Chadi, vous êtes dans une grande institution financière comme Desjardins. Est-ce que, on parle de gestion du risque beaucoup, j'imagine que c'est un peu perturbant comme quand ces technologies arrivent. Comment est-ce que vous gérez ça? Notre approche vis-à-vis de cette tendance et d'autres est d'abord, pas commencer avec la tendance et les technologies, mais commencer avec c'est quoi les use cases, c'est quoi l'impact positif pour nos membres clients. La piège que toutes les organisations, je me permets, font face aujourd'hui, c'est et même pour un technologue de dire ça en passant, on tombe en amour avec les technologies avant qu'on comprenne c'est quoi la valeur ajoutée que ça va amener. Pour répondre à la question, j'aimerais vous amener vers 4 dimensions différentes. D'abord, la promesse de blockchain. C'était quoi la promesse de blockchain? Pourquoi, il y a 4 ans en passant, j'avais déjà à mon bureau qui me dit, Chadi, ton industrie va être complètement changée dans les prochains 2-3 ans par le blockchain. C'est 4 ans plus tard en passant. Hein? On va revenir à ce point-là dans 2 secondes. Mais la promesse du blockchain dans sa forme publique, et oui, ça a créé beaucoup d'enjeux pour nos mécanismes qui existaient déjà, pour une institution financière, pour un régulateur, pour tous les partis qui sont dans les fonctions intermédiaires entre 2 personnes qui interagissent. Ça peut perturber beaucoup. Parce que le fondamental dans sa forme publique du blockchain, et c'est la raison que ce fondateur a créé ça, c'est de créer une capacité de personne à personne d'interagir en minimisant tous les intervenants. Et malheureusement ou heureusement, d'être capable de le faire de façon 100% confidentielle. S'il souhaitait. S'il souhaitait le partager, il peut le faire. C'est pourquoi, au début, en passant, tout le monde restait très loin de ça, parce que vous pouvez aller sur l'Internet avec du Bitcoin, acheter des drogues, des armes et les contrats d'assassinat sans être identifié, sauf à l'acte. Au début, tout le monde a dit non, 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 c'est pas une bonne chose pour l'organisation. Hein? Jean-François n'a pas l'air trop d'accord. Non, non, c'est-à-dire que c'est vrai, ça a eu mauvaise presse parce que... Et ça, c'est au début. Mais au fur et à mesure du temps, les gens ont compris qu'il y a quelque chose d'intéressant ici qui peut amener beaucoup de valeur à notre société. Et pour une coopérative, en passant, où est-ce que l'objectif, c'est de vraiment trouver une façon où est-ce que le membership, les membres, sont capables de co-créer et qu'on soit tous capables de façon leader socio-économique de collaborer et enrichir la vie de tout le monde et les communautés, c'est promettant. Maintenant, ça c'est le rêve. La réalité aujourd'hui, pour enchérir sur ce que Francis a dit, et là je parle application par recherche et développement, parce que c'est une autre chose. Gartner vient de faire un sondage. Tous les responsables technologiques à travers le monde, ou l'échantillon, plusieurs milliers. Combien de vous ont déployé une solution basée sur le blockchain dans vos entreprises? Question 1. 2, question, combien pensent à faire quelque chose? Et 3, combien ont 0 d'intérêt? Réponse pour la question 1, 1%. Réponse pour la question 2, 7%. Et réponse pour la troisième question, 77% ont 0 d'intérêt. Oui, je sais, vous êtes comptable, il reste un petit pourcentage qui n'ont pas répondu. Hein? Pardon? C'est pas matériel, merci. Fait que la réalité aujourd'hui, entre le rêve et la réalité, honnêtement, le blockchain a passé à travers une vallée de désespoir déception même, je dirais, depuis 2-3 ans. Ça va se reprendre. Nous, on pense toujours en passant au niveau des jardins, ça va vraiment nous donner des belles opportunités pour amener de valeur à nos membres clients. On est en train de les découvrir. Mais je terminerai en juste faisant 2 choses de plus. Parlant de quelques mythes, et faites attention avec ces mythes-là. C'est notre opinion, humble opinion, et en passant, j'aime des bons débats. Et après ça, quelques études de cas pour rendre ça tangible, parce que tout le monde parle des concepts, mais c'est quoi les cas réels aujourd'hui qui amènent la valeur à quelqu'un? Je commencerai avec les mythes. Malgré tout ce que je viens de dire, le rêve d'enlever l'intermédiaire ou la tierce partie ne se matérialise pas. Parce que comme Francis a dit, ça prend beaucoup de participants dans les écosystèmes de participer pour qu'on enlève, par exemple, tous les intermédiaires dans un achat de maison ou une transaction. Il y a d'autres domaines où c'est plus facile. Fait que dans sa forme publique, beaucoup moins de valeur aujourd'hui aux citoyens. Dans sa forme privée, qui vient contredire initialement la philosophie du fondateur, elle amène certaines valeurs parce qu'elle règle des éléments opérationnels dans les organisations. Mythe numéro 1. Mythe numéro 2, elle peut faire n'importe quoi, le blockchain. C'est faux.
L'application la plus efficace de blockchain aujourd'hui pour transférer l'argent d'ici à quelque part ailleurs, dans Bitcoin, ça vous prend entre 1 heure et 2 heures, ça dépend quel moteur que vous utilisez. Ripple, qui est une solution internationale qui utilise le blockchain, peut faire ça en 4 secondes. La majorité des institutions financières, dans vos transactions, pendant qu'on parle ici, on parle d'à peu près 800 000 transactions par seconde, fait qu'un milliseconde. Il y a certains enjeux techniques qui doivent être réglés pour notre industrie avant qu'on soit capable de déployer. Ce qui est intéressant dans cet exemple-là, on fait le règlement et la compensation en une seule transaction, versus anciennement, on ne fait pas ça. Et je termine sur la dernière mythe. C'est une meilleure base de données. Humblement, j'ai vu 8 sur 10 de toutes les applications de blockchain, de notre point de vue, on aurait pu faire avec d'autres technologies plus vite, moins cher. C'est juste un fad aujourd'hui où c'est populaire pour les startups de mettre soit intelligence artificielle ou blockchain pour s'assurer qu'on a une visibilité. Fait qu'il faut faire attention, est-ce qu'on consomme vraiment les principes qui sont là? 3 exemples tangibles. L'exemple le plus cool, Everledger, existante société, blockchain privée, elle trace tous les diamants à travers le monde pour s'assurer quand vous allez acheter votre diamant, est-ce que c'est un diamant, est-ce qu'on a abusé des travailleurs, est-ce que c'est un diamant volé, parce que tous les diamants maintenant ont un numéro de série en passant, embedded à l'intérieur. C'est une vraie application aujourd'hui en passant. Il y a une société d'assurance aujourd'hui qui fait l'assurance voyage. Si votre voyage elle est retardée dans votre contrat automatiquement à cause d'une chaîne blockchain, elle vous donne le crédit ou la compensation selon vos contrats de façon automatique. Le dernier exemple, c'est que Santander, en avril, Santander, c'est la 3e institution financière la plus importante au monde, a lancé en avril cette année une capacité de transférer l'argent pour ses clients en 4 pays, en quelques secondes, basée sur une chaîne blockchain, où est-ce que vous n'attendez pas 5 jours comme Swift le fait aujourd'hui, vous ne payez pas des frais à la sortie et à l'entrée, et vous ne payez pas une différence d'échange de devises qui est très, très, très élevée. Vous avez le taux immédiatement. En passant, ça baisse le revenu de Santander, cette solution-là. On se comprend dans cette notion-là, mais ils l'ont lancé au mois de mai cette année, basé sur les solutions Ripple. Ça, c'est quelques exemples tangibles aujourd'hui. Ça émerge, et nous, on est en mode où est-ce qu'on a 2-3 pilotes, on a une place où on travaille avec les gens qui font l'authentification sur le blockchain, mais il reste un peu de temps avant que ça amène la valeur à nos membres clients et nos communautés. Francis, vous qui êtes entrepreneur, vous offrez justement des services à d'autres entreprises. Quels sont les défis que vous rencontrez, justement? Exactement. Pour faire un peu de pouce sur ce que Chadi dit, l'assurance voyage, aujourd'hui, pourquoi ça fonctionne, l'assurance voyage, c'est que sur Air Canada, c'est AXA en Europe, en fait, avec leur projet FISI. Dans le fond, c'est une des meilleures applications de smart contract parce que, justement, on a la possibilité de savoir de façon digitale s'il y a un vol qui a été retardé, oui ou non. Dans l'exemple que je donnais tantôt, si on a des fermiers qui passent au feu, comment on fait pour savoir de façon digitale qu'il a passé au feu? On pourrait mettre un objet connecté, un senseur de feu ou d'incendie, mais ça reste que ce n'est pas là aujourd'hui. Fait qu'il faut comprendre que ça prend quand même beaucoup d'instrumentation en place pour faire des bons réseaux, des bons smart contracts. Dans les chaînes d'approvisionnement, c'est la même chose. Dans les chaînes d'approvisionnement, c'est quand même difficile à mettre en place parce que, premièrement, il y a l'enjeu technique que le produit est dans une boîte et dans un container. On n'ouvre pas les containers, on ne scanne pas les produits, donc il faut faire un concept de parent-enfant. Il faut être en mesure aussi que tout le monde parle le même langage sur le réseau, en voulant dire qu'il faut standardiser, que les personnes vont dire « est arrivé à tel endroit, de telle façon, à telle heure, et ainsi de suite ». C'est un enjeu aussi dans le machine learning, l'intelligence artificielle. Donc, de mettre ça en place, les éléments qui viennent interagir avec le réseau, il y en a très peu aujourd'hui qui sont disponibles. L'exemple aussi de dire que la compagnie, si elle met en place un bon smart contract, contrat intelligent, elle va venir s'auto-compétitionner. Dans plusieurs scénarios, c'est ça le problème. Donc, il y a la technologie, mais il y a le volet affaires aussi que ça peut influencer. Souvent, les entreprises, aujourd'hui, sont au mode analyse de faisabilité, où on veut un petit plan d'action. On veut savoir vers où ça s'en va, mais ils sont un peu en train de regarder la tech, mais ils ne savent pas nécessairement où ça va influencer après le volet affaires. Puis les coûts reliés à tout ça aussi, il y a des réseaux présentement qui fonctionnent avec un modèle blockchain as a service. Comme investisseur, quand vous investissez dans ce type de blockchain-là, vous êtes content quand la valeur du token augmente dans le temps. Mais l'entreprise, son frais opérationnel est basé sur un ratio de ce token-là. Donc, dans le futur, c'est presque imbudgétable.
comment ça va coûter, interagir avec un réseau comme ça. Donc, puis je dis toujours ça, en fonction du projet, il y a des projets qui sont réalisables, il y a des projets qui vont être réalisables, ou il y a des projets où une base de données centralisée va faire du sens. Mais il faut quand même analyser vers où ça s'en va, parce que le consommateur a toujours raison. Si on est en mesure de faciliter l'interaction avec le consommateur via une application mobile pour vendre d'assurance, pour différents... L'assurance avec AXA, c'est ultra simple. On rentre le vol, on rentre le nom, ça me coûte 10-15 $. Si le vol est retardé, je reçois de l'argent. Et c'est ultra simple. Bien, si on est en mesure de mettre en place des éléments comme ça pour différents d'autres marchés, un testament digital, mais le testament digital, ça va prendre les éléments digitalisés, donc l'ID d'un véhicule, l'ID d'une maison, et ainsi de suite. C'est pas encore en place. Fait que c'est un peu de regarder vers où ça s'en va, explorer comment on peut l'intégrer, puis aussi d'être réaliste dans tout ça. Nous, on ne fait pas partie des blockchain gurus où le monde va être blockchainé. Éventuellement, dans 10-15 ans, ça va avoir énormément changé. Aujourd'hui, on a un enjeu au Québec avec l'identité virtuelle. Si on veut faire une application de vote, comment je fais pour savoir c'est qui la personne qui est derrière le mobile? L'identité virtuelle. En Estonie, ils ont commencé à regarder un peu vers où ça s'en va. Aujourd'hui, il n'y a aucune façon de venir contre-valider avec une base de données existante, le NAS ou peu importe. On commence à voir des entités financières qui viennent s'intégrer avec ClickSecure. Mais ça reste que le processus, il y a énormément de friction dedans. Le consommateur a toujours raison, il faut trouver une façon que le user experience soit bon. Puis vous n'allez pas vous en rendre compte, puis il va y avoir du blockchain dans les processus dans les années à venir. Je pourrais renchérir là-dessus. La façon dont on a décidé à l'autorité de connaître c'est quoi la blockchain, c'est une façon très pratique. On a mis en place, il y a environ 18 mois, ce qu'on appelle un laboratoire FinTech, où on essaie des choses. Et on voulait essayer la blockchain. On s'est vite rendu compte qu'on n'avait pas les compétences à l'interne. Donc, on a été chercher de l'aide à l'Université Concordia. Le professeur Jeremy Clark, qui est une des éminences, je dirais, au niveau global là, dans la blockchain aujourd'hui, et le professeur Emilio Boulian, qui est un professeur de comptabilité, mais qui s'intéresse aussi à tout le volet numérique. Et avec eux, on essaie de bâtir une bourse sur une blockchain publique. Donc, on essaie vraiment de voir si quelqu'un voudrait créer une bourse, par exemple sur Ethereum, comment ça pourrait fonctionner. On n'a pas l'objectif de réussir, si je pourrais dire. On le fait vraiment pour apprendre. Et on se rend compte qu'il y a effectivement plusieurs problématiques. Si on veut vraiment avoir une infrastructure de marché qui n'a pas cette partie centrale-là, la partie de confiance, un élément tout simple, si je participe à cette blockchain-là et que l'heure sur mon ordinateur n'est pas exactement la même que la vôtre, on a un problème. Si on décide de regarder tous les deux à la même heure, bien, on vient de recréer la partie centrale qui est la responsable du temps. Donc, il y a certains éléments comme ça qui démontrent qu'on n'est pas rendu à un monde complètement décentralisé. En réalité, le signe qu'il n'y en a pas tant que ça des use cases, c'est qu'on utilise presque tous les mêmes quand on fait des présentations. Mais supposons qu'on va high level sur le code de l'assurance voyage, que ça prend pour se poser la question, on a-tu une situation où il y aurait une application potentielle, puis après se poser la question, y a-tu de la valeur là? Ça prend une source d'information auquel tout le monde peut adhérer. On utilise parfois le mot oracle. Alors, dans ce cas-ci, l'Oracle, dans l'assurance voyage, c'est la base de données qui gère les vols internationaux. Là, désolé, je ne connais pas le nom de cette source d'information-là. Alors, il faut se poser la question, dans un cas donné, est-ce que je peux m'appuyer sur... C'est un tiers nécessairement technologique dans ce cas-là, mais qui est dans un écosystème auquel tout le monde adhère. Là. Il n'y a pas des grands débats en aviation internationale, puis l'IATA est une entité de l'ONU auquel tout le monde fait confiance. Alors, ça, c'est une question importante parce que pour que le smart contract fonctionne, c'est quoi l'attrait du smart contract? C'est qu'on détache l'agent, les protagonistes de l'exécution. Parce que moi, je conseille beaucoup de monde qui font des contrats, puis on me dit, penses-tu là, qu'on est attaché correct? Là?
Bien, j'ai dit oui, mais ce serait important que vous me disiez que vous avez confiance avec la contrepartie, parce que quelqu'un qui ne veut pas exécuter un contrat dans l'ordre actuel des choses, puis qui veut vous contraindre à payer quelqu'un comme moi pour convaincre quelqu'un qui est devenu juge d'ordonner à l'autre personne, la route est longue, pour ceux qui ont passé par là, vous le savez, mais le smart contract, son attrait, c'est vous écartez tout ça, là. Okay? Alors, on va induire une gestion de risque différente quand on va aller vers là, mais on écarte le vouloir ou le non-vouloir de l'acteur dans la transaction. Mais en ce moment, moi, je trouve que pour l'expliquer, les applications potentielles, la traçabilité, c'est des exemples intéressants, et la nécessité de pouvoir référer à de la documentation. Le Nasdaq ou une filiale du Nasdaq a mis en place un test case pour le maintien de registres d'actionnaires dans des sociétés à capital fermé. Alors ça, c'est un attrait. Mais vous voyez, supposons que quand on dit que des fois c'est contre-intuitif du point de vue affaires, c'est que pour le monde des services financiers, par exemple, dont le rôle est fondamental dans les échanges commerciaux internationaux, les échanges de valeurs, le business case du blockchain, c'est ultimement, on va falloir avoir une utilité différente parce qu'on est susceptible de développer des technologies qui vont faire en sorte de réduire notre rôle dans certaines de ces transactions. Alors, si on regarde un petit peu vers l'avenir, quelle est la valeur ajoutée d'abord que le blockchain va apporter dans nos entreprises? Et deux, quels sont les défis justement auxquels on doit faire face? Parce que ça n'arrivera pas overnight non plus, cette transformation dont on parle. Je pense que ça va se faire sur plusieurs années. Peut-être, Shadi, voulez-vous commenter? Tout à l'heure, on faisait référence sur la pression sur les institutions financières. Je suis d'accord, c'est contre-intuitif. La philosophie du blockchain dans sa forme publique, je reviens toujours à ça, parce que dans sa forme privée, les institutions financières sont en train de l'adopter en masse. Mais c'est là où l'opportunité se présente pour une coopérative. Je me permets, je sais, vous parlez des institutions financières, mais une coopérative, elle est là, il n'a pas une partie prenante qui est actionnaire versus une partie prenante qui est membre. Il a seulement un partie prenante qui est les membres. Fait que si on accepte ce prémisse de ça, c'est l'écosystème d'une coopérative doit travailler à l'avantage de ces personnes-là pour enrichir leur vie. La philosophie du blockchain public pour le futur, elle est vraiment géniale et ça peut s'appliquer dans plusieurs éléments. Imaginez une acquisition d'une maison, une hypothèque, sans courtier, sans institution financière, sans tous les intervenants, sans municipalité aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a douzaines d'écosystèmes qui ont besoin de participer à ça. Mais à la fin de journée, pour le consommateur et dans notre cas, pour le membre, ça amène potentiellement beaucoup, beaucoup de valeur. Fait qu'il y a beaucoup d'incitatifs naturels pour une coopérative de travailler ça. Ce qu'on peut argumenter, c'est un peu une modernisation de ce que M. Desjardins a fait il y a 118 ans. Hein. Mettre les membres ensemble pour enlever l'abus un peu des intermédiaires. Fait que je simplifie beaucoup avec ça. Fait que ça, c'est une opportunité intéressante. L'autre opportunité intéressante, et oui, ça veut dire qu'il faut changer complètement les modèles économiques en passant, parce que en passant, ça change déjà. Les notions des frais de transaction et tout ça, éventuellement, la majorité de l'industrie commence à voir que on ne peut pas continuer comme ça comme une industrie. C'est la bonne chose pour les consommateurs. L'autre dimension qui est très intéressante aujourd'hui, c'est comment on gère les données personnelles et la confidentialité des données. Ça, c'est en passant à une autre tendance, une autre discussion pour un autre jour, un autre buzzword peut-être? GDPR? Un autre panneau. Mais aujourd'hui, on a beaucoup de défis, particulièrement en Amérique du Nord. Les Européens sont bien en avance de nous, de comprendre et maîtriser à qui appartiennent les données. Quand Shadi conduit son auto et utilise Waze ou Google, cette information appartient à qui? Est-ce que ça appartient à Shadi? Est-ce que ça appartient à Google ou ça appartient à une tierce partie? Un blockchain, où est-ce que les éléments sont transparents, sont distribuables, sont excusez-moi, on ne peut pas les changer. Hein? On voit qu'il y a quelques possibilités intéressantes pour les défis de futur dans plusieurs domaines en passant. Pas simplement les tierces parties de confiance, mais les notions comme ça, comment on gère, comment moi je veux me donner doit être traité, à quel niveau d'agrégation, par qui et comment, et que ce soit ferme, partageable avec tout le monde, et tout le monde fait exactement qu'est-ce qu'on fait avec ça, un mécanisme de consentement beaucoup plus évolué, beaucoup plus mature de ce qu'on essaie de faire aujourd'hui partout dans le monde. Fait qu'il y a beaucoup d'opportunités, on est très optimiste. Il faut quand même aller avec des use cases, des applications qui amènent de la valeur
versus les applications qui commencent par les technologies. Exact. Il y a beaucoup de choses qui vont évoluer puis qui doivent. Les entités vont devoir collaborer ensemble beaucoup. C'est ça qui est difficile. L'enjeu principal, c'est que cette collaboration-là, que ce soit les concessionnaires, avec, ça aussi c'est dur à dire, avec la SAC, avec différentes entités, pour justement mettre en place un blockchain pour les autos. Ou bien le gouvernement pour mettre en place un portefeuille numérique du futur, par exemple. Parce que tout ce qu'on a dans notre portefeuille, indirectement, on va le retrouver sur notre mobile ou dans un oracle d'identité. Cet oracle d'identité-là qui va probablement éventuellement avoir justement mon data à moi, mon podomètre, tous les éléments que je consomme. Par contre, l'enjeu que ça va apporter dans le futur, c'est qu'aujourd'hui, on essaie de faire du machine learning pour faire évoluer la science au niveau de la santé. Les bases de données sont non standardisées, mais ça reste que les données sont disponibles. Si là, je commence à agréger mon data dans mon mobile ou dans une entité ou un endroit qu'ils n'ont pas accès, là, on vient un peu limiter cette évolution-là. Donc, il y a quand même, c'est une belle technologie, ça permet beaucoup de choses, mais il faut rester à l'affût des impacts que ça peut apporter. Mais grosso modo, moi, ce que je vois, c'est un portefeuille numérique du futur où on va pouvoir s'échanger assez facilement de l'argent, qu'on va pouvoir peut-être acheter des actions dans une entreprise de façon assez simple, pouvoir justement avoir mes données à moi. Ça, c'est des éléments qui sont inévitables. Puis au niveau des chaînes d'approvisionnement aussi, on a Amazon qui a sorti le Amazon Transparency Store. Ça, c'est super intéressant. C'est des entités d'envergure qui encouragent justement les gens à mettre le processus de blockchain dans leurs entreprises pour assurer une transparence de leur chaîne d'approvisionnement. On parlait du diamant. Diamant qui rajoute une valeur au diamant lorsqu'on l'achète, mais on va voir ça pour différentes choses. Même les autos, toutes les pièces qui ont construit mon véhicule, je vais pouvoir savoir de où ils viennent, puis ainsi de suite. Ça, c'est le futur. Tout ce qui est AI supply chain, il y a beaucoup d'opportunités pour ça. Puis ça va être un plus. Là. Les entreprises qui vont être blockchainées, qui vont être stampées blockchain, puis que, comme je répète, le saumon, il vient d'un endroit que j'ai confiance, puis que je suis en mesure de voir la provenance. Peut-être qu'ils ne me montreront pas le temps dans la chaîne, mais il va y avoir des éléments qui vont me rassurer. Donc, ça va ajouter beaucoup de confiance dans différents processus. Puis pour terminer, la confiance, c'est quoi? Bien, la confiance, c'est la monnaie, en fait. Parce que si, mettons, vous me vendez un meuble 1 000 $, Jean-François me vend le même meuble 800 $. Donc, je vais faire l'inverse parce que il fait. Non, mais c'est parce que vous allez voir où est-ce que je vais aller. Les avocats coûtent plus cher. C'est ça, faut que je fasse attention. Jean-François me vend le meuble 1 200 $. Mais je n'ai pas confiance en vous. Je n'étais pas pour dire que je n'avais pas confiance en lui, c'est pour ça que j'ai rechangé l'exemple. Clairement. Je recommence du début. Vous me vendez un meuble 1 000 $, 1 200 $, mais la confiance n'est pas établie entre nous. La confiance est établie avec Jean-François. Je vais acheter son meuble plus sûr. Amazon, on a le concept de Digital Trust avec les étoiles. On va voir ça aussi. Le Digital Trust, en Chine, il y a le Social Credit, qui est le Zen Credit. Le Digital Trust, on s'influence tout le monde ensemble. En étant ici, notre score de crédit évolue, et ainsi de suite. Fait il y a énormément de choses qui vont naître de tout ça. Même au niveau d'Equifax, Equifax s'est fait pirater où il y a eu du hacking, on va dire, mais avec une entité un petit peu plus distribuée, peut-être que ce serait plus sécuritaire, et ainsi de suite. Fait qu'il y a beaucoup de choses. Je pourrais en parler tellement longtemps. C'est formidable. On va vous réinviter. J'aimerais vous entendre là-dessus, au niveau du futur aussi. Ça pose toutes sortes de défis. Tout à fait. Moi, je vous parlerais d'une tendance qu'on voit déjà, mais qui ne va que s'accentuer dans le futur. La blockchain, l'intelligence artificielle, l'Internet, les fintechs, tout ça, ça n'a aucun respect pour les frontières géopolitiques qui existent. Ça veut dire pour un régulateur que l'autorité des marchés financiers, on peut être très fort là-dedans, mais on ne peut pas créer notre propre cadre réglementaire pour ces nouvelles technologies-là juste au Québec. Il faut qu'on travaille avec nos pairs. Il y a présentement une prolifération, il n'y a pas d'autre mot, de différents comités à l'international pour étudier, comprendre, essayer de voir comment est-ce qu'on va faire ça. Et on est très, très, très actifs sur ces comités-là.
beaucoup de bac à sable aussi, le bac à sable réglementaire qui est vraiment une solution qu'on privilégie ici là, au niveau des ACVM au Québec, dans d'autres pays aussi, pour établir un lien fort avec les gens qui veulent amener ces nouvelles technologies-là ailleurs. Donc, pour établir une proximité avec notre marché. Et une fois qu'on sait qu'est-ce qui se passe chez nous, bien là, on va vite voir nos collègues à l'international et on en parle. On essaie d'établir les choses. Où je m'en vais avec ça, peut-être ma petite plug commerciale, c'est drôle à dire pour un régulateur, mais du jour, il y a une consultation qui est présentement ouverte. Une consultation d'un groupe de régulateurs internationaux dont l'autorité fait partie. Il y a des régulateurs de l'Asie, de l'Europe, de l'Amérique du Nord, évidemment. L'Australie est avec nous. Le GFIN, le Global Financial Innovation Network. Et ce qu'on demande à notre industrie, c'est qu'est-ce que vous attendez des régulateurs dans un monde où tout est de plus en plus connecté? Qu'est-ce que vous voyez là, comme des enjeux au niveau réglementaire? Quelles sont vos inquiétudes? Donc, cette consultation-là, évidemment, elle est ouverte ici au Québec. On vous invite à nous faire parvenir vos commentaires. Le lien est disponible sur le site web de l'autorité. Et ça va vraiment alimenter nos travaux à l'international pour faciliter le plus possible tous les échanges là, à travers les frontières. Mais ça, c'est fondamental parce que ceux qui dépensent des budgets en sécurité de l'information depuis 5 ans et 10 ans, vous avez vu la courbe d'augmentation budgétaire monter. Pourquoi? Parce que à défaut d'avoir une collaboration internationale par les forces, c'est comme si on avait collectivement abandonné de lutter contre le crime là, en matière numérique, là, parce que, étant donné que les frontières sont poreuses, et si tout le monde ne participe pas à la lutte, c'est un échec, parce que les bandits ont juste à trouver des terres d'accueil qui sont moins sévères. Il y a beaucoup de défis pour essayer d'appliquer un cadre juridique préexistant à cette technologie-là, mais les juristes ont dit la même chose en 1994 quand Internet a commencé à se démocratiser. Hein? Puis on s'est posé la question s'il fallait développer un nouveau corpus légal. Alors, il faut garder l'esprit ouvert. En ce moment, il y a des difficultés significatives là, à appliquer le RGPD. Là. Alors, tu sais, dans un blockchain public, là, et même privé, c'est facile parce qu'on peut en convenir contractuellement dans une blockchain privée. Mais dans une blockchain publique, c'est qui le responsable du traitement? Ça veut dire, c'est qui collecte l'information personnelle? Alors, c'est tout le monde ou c'est personne? Alors, qui est sous-traitant de qui? Alors, c'est des questions qui sont intéressantes. Puis, il y a une hyperactivité, là, c'est à moins que vous viviez dans une caverne, là, vous l'avez remarqué, sur la protection des renseignements personnels. Par exemple, ben là, dans l'analyse fine, on sait que quelqu'un qui est attentif et qui n'a rien que ça à faire, ben, s'il regarde une analyse des registres de clés publiques utilisés par des acteurs sur une blockchain, il va finir par être capable d'identifier quelqu'un. C'est possible. Et donc, il y a des questions, mais il faut se concentrer sur les success stories, puis appliquer puis réfléchir. Mais on disait, là, je ne peux plus dire on dit, mais on disait il y a 2 ans, c'est pas moi, là, mais quelqu'un qui prend plus de temps que moi à écrire des livres, on estime que le blockchain était en 2016, là où Internet était en 1994. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, ça fait plus tchiket quand le modem parle chez vous. Là. Alors, ça a évolué assez rapidement. Moi, j'aimerais ouvrir à la salle. J'imagine qu'il y a certainement des questions que vous avez. Alors, n'hésitez pas, c'est le temps de poser vos questions. À moins qu'il y en ait un qui se porte volontaire pour résumer tout ce qui a été dit, ce qui comprend la blockchain. Oui? J'ai une question économique. Il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Parce que là, on élimine une série d'intermédiaires qui actuellement sont rémunérés pour ces services-là qui produisent. Ils se retrouvent où maintenant, ces gens-là? Ces services-là, c'est seulement la sécurité ou la trust, la confiance. Le tierce partie vient seulement comme confirmer, mais là, l'ensemble du réseau, si on va sur le Bitcoin, par exemple, c'est l'ensemble du réseau qui va venir confirmer
que vous possédez réellement ces tokens-là, si on veut, et ainsi de suite. Donc, c'est comme d'enlever le tierce partie de confiance. Mais je vais laisser un expert au niveau financier. Ça, c'est un autre mythe de penser que dans le blockchain, il n'y a personne qui est compensé. Actually, les investissements les plus importants aujourd'hui, c'est dans les centres de traitement de données. Et d'ailleurs, le Québec, c'est une destination assez attirante pour ce qu'on appelle les miners, les mineurs. Essentiellement, c'est eux autres qui, chaque fois qu'ils prennent la transaction, ils utilisent beaucoup de puissance ordinateur pour résoudre le défi cryptographique ou statistique, on va dire ça comme ça. À la fin de journée, celui qui gagne, celui qui a le droit de mettre à jour le grand livre, il est compensé par une petite portion de transaction. Maintenant, la théorie, c'est que cette portion de la transaction, elle est beaucoup plus faible que la série des intermédiaires qui sont typiquement impliqués. La théorie. Dans sa forme publique, en passant. Forme privée, on a plein d'autres modèles. Mais c'est assez pour que, statistiquement, on sache que plusieurs dizaines de points de pourcentage de contrôle de nœuds de mineurs, donc des ordinateurs contrôlés par des groupes de personnes qui s'adonnent à ça, là, qui dépensent de l'énergie électrique pour faire du calcul à cause de la récompense. Et puis dans le modèle économique, à terme, il s'est démocratisé, tellement étendu que là, on a tous collectivement un intérêt pour le faire, parce que dans le code initial, à un moment donné, il n'y en a plus. Bitcoin, il y a une limite. Alors, ce n'est pas à l'infini parce qu'il n'y aurait pas de valeur à la monnaie, là. Puis juste pour parler pour l'électricité, il y a souvent une question qui revient. Beaucoup de gens qui disent que le futur, si le blockchain est plus utilisé, la consommation électrique elle va drastiquement augmenter. Dans le cas des monnaies, étant donné que c'est une course, tout le monde court après la même équation ou le même challenge. Dans le cas d'un blockchain privé ou d'autres types de blockchain, au lieu que ce soit de la puissance de calcul, ça peut être du storage qui peut être mis au service du réseau, ça peut être la position GPS qui est mise au service du réseau. Donc, il n'y a pas toujours une question d'énorme consommation électrique. En fonction des projets, ça peut vraiment être différent. J'ai une question. Oui. Je pense que M. Damour avait levé sa main avant. C'est la même question? Pas grave, on le même micro. Je vais passer le micro tout après. Ça va, Luc. Bon, moi, j'ai une question bien pratique, là. Je m'intéresse à ça depuis longtemps. J'ai des clients qui ont des immeubles, puis un de leurs locataires, c'est des mineurs de Bitcoin qui sont rémunérés en Bitcoin, puis qui les payent pas en Bitcoin, ils transigent l'argent. L'intérêt, en fait, ce que j'essaie de comprendre, on travaille tout avec des logiciels, là. Visuellement, si je veux voir la transaction entre vous et vous pour votre 20$, là, je vais le faire comment? Puis je vais voir quoi? Est-ce que je vais avoir un compta? Est-ce que ça reste... C'est cette partie-là qui est très nébuleuse là, pour essayer de comprendre comment fonctionne ce fameux registre public-là. Il y a un registre, justement, qui est accessible sur le web, un bloc explorer qu'on appelle communément dans le domaine. Dans ce bloc explorer-là, dans le cas du Bitcoin, à tous les 10 minutes, il y a un bloc qui est miné. Donc là, si notre transaction elle passe dans le prochain bloc, ça va prendre 10 minutes, mais là, souvent, il y a énormément de transactions qui sont en attente. De là, le temps de traitement, ça peut aller à quelques heures. Mais cette transaction-là, Shadi aurait un wallet bien personnel à lui, qui n'est pas relié à son nom, qui est un numéro unique. Moi, j'ai un numéro unique également. Il connaît mon adresse de mon wallet. Je pourrais posséder plusieurs wallets, mais dans ce cas-ci, mettons sur mon mobile et sur son mobile, il m'envoie de l'argent. Puis vous allez voir, dans le bloc, vous allez voir énormément de transactions qui vont passer, dont la nôtre, qui est son adresse vers mon adresse avec une valeur pour 20$. Je comprends entre vous, mais moi, qui est un tiers, qui veut voir la transaction, parce que c'est public, je veux voir le contrat entre vous et vous. Il faut vous aller sur le web. Si, mettons, vous allez sur Google, vous marquez Block Explorer Bitcoin. Il y en a mais plusieurs. Vous allez voir mais je ne pourrais pas vous identifier, je ne comprendrais pas la transaction. Vous allez voir une série de caractères qui constituent une clé cryptographique avec un lien avec le bloc dans lequel elle a été intégrée. Alors, la façon... Je n'aurais pas d'image. Donc, il ne voit rien, lui. Un contrat d'assurance, je ne verrais pas le contrat, moi, là. Mais dans le cas du bloc du smart contract d'assurance, il va falloir que vous acceptiez les termes du contrat initialement. Okay? Et là, il va y avoir une entrée dans le registre sur la conclusion de l'entente. Alors, Luc Paradis dit « Oui, moi, j'adhère à la non, je suis anonyme. » Oui, en effet. Ça dépend des blockchains. Dans Bitcoin, c'est pseudonyme ou anonyme. OK. Ça va dépendre. Allons-y pour les contrats d'assurance. Un des exemples, ou des contrats notariés. Je veux faire la preuve que monsieur m'a vendu son terrain, puis c'est sur le blockchain.
Comment je fais la preuve? Aujourd'hui, ça va être seulement horodaté. Ça va être un PDF qui va être sur le réseau. That's it, that's Donc, all. je Pas vais plus avoir que ça. un contrat en PDF. Oui. Ouais. Bon. Ben, ça va être seulement les propriétaires de cette clé-là qui vont pouvoir désencrypter. Mais il y a toujours des façons. On peut, en informatique, on on veut peut qu'il y ait tout de la faire. transparence Ça pour peut le être registre. Alors, je vous recommande d'avoir une discussion tous les deux là-dessus. On va passer la parole à On va M. finir par Damour. comprendre. Monsieur, Alors, brièvement, un des enjeux majeurs que vous n'avez pas abordé, c'est l'évolution des compétences et des ressources humaines. Dans 10 ans, quel genre de compétences aurons-nous besoin, tant sur le plan du service public, entreprise, au-delà de la technologie, j'estime qu'il y aura un impact considérable au niveau de nos institutions d'enseignement. Alors, c'est là le futur, hein? Et il faut savoir comment évoluent nos besoins en compétences Mais ça, nouvelles. c'est un enjeu principal aujourd'hui. Louis Tétu l'a très bien dit. Les programmeurs sont manquants ici. De là, la venue d'Amazon a été peut-être retardée ou transférée ailleurs. Les programmeurs, c'est des ressources qui sont extrêmement rares. Surtout des programmeurs ou analystes blockchain. Il y en a très peu. Il faut voir les former. Puis, Moi, je vais au-delà des programmeurs. Par exemple, dans une institution financière, la relation avec les membres. Par exemple, on élimine des intermédiaires. Et on va changer les métiers qui existent aujourd'hui. Il y aura de nouveaux métiers, de nouvelles compétences devront surgir. On devra les inventer. Nos institutions d'enseignement devront s'adapter à cette nouvelle réalité de la main-d'œuvre. Pour moi, c'est un immense défi. Peut-être, M. Bélan, je peux peut-être réagir rapidement. D'amour. Pardon? D'amour. Oh, excuse-moi. Marie-Guette, t'as rien entendu, hein? T'as rien entendu? Non, mais il ne faut pas t'en faire. Excusez-moi. Ça m'arrive souvent. En passant, on pourra faire un panel de 1h30 sur les talents parce que vous amenez un point primordial pour le Québec et le Canada. Il y a un paradoxe qui est en train de se passer dans notre industrie, notre opinion avec beaucoup d'humilité. À court terme, pénurie super importante dans beaucoup de compétences. À moyen terme, pénurie très concentrée dans certaines compétences. Notre opinion aujourd'hui. Maintenant, pour répondre à votre question, la première étape avant tout ça, et je me permets de passer ce message à tout le monde, c'est ce message qu'on passe chez Desjardins, c'est d'avoir la curiosité d'abord, de comprendre ces tendances, de faire la différence entre la frénésie et la réalité. Et cette curiosité, c'est un devoir, pas seulement des entreprises, pas seulement des autorités réglementaires, des universités, des gens qui travaillent dans le service public. Et on n'a pas besoin de tous de devenir des technologues en passant pour poser ces questions-là. Il y a 13, 14 tendances majeures qui sont en train de changer toutes les industries. La première étape, et le reste va passer à un panel de 1h30, la première étape, c'est juste de bien comprendre ces éléments-là et commencer à poser les questions que vous voulez poser. C'est quoi les compétences qu'on a besoin à court terme comme société et comment on va réagir ensemble? Et en passant, à moyen terme, ça va être des compétences complètement différentes. C'est notre opinion, par exemple, et selon les tendances, ça va varier. Spécifiquement à blockchain, au sujet de blockchain, vous posez la question beaucoup plus large que blockchain. Mais spécifiquement à blockchain, c'est simplement se doter des gens qui vont pouvoir marier le besoin de ça c'est pour nous, pour les institutions financières, marier le besoin de nos membres et clients et voir comment on peut appliquer ces technologies de façon qui amène de la valeur, pas nécessairement d'augmenter les coûts et aller à l'encontre de la philosophie qu'on essaye de faire pour nos membres et clients. Fait que déjà en l'organisation du travail, l'optimisation des processus, l'analyse d'affaires qui occupe la plupart des entreprises d'économie du savoir, ça, c'est des aptitudes qui sont recherchées et qui vont continuer à l'être. Pardon. Tout à fait. Non, je voulais simplement prendre une dernière question avant de clore notre panel. Oui, madame, au fond. Bonjour. Je pars quand même assez loin là, concernant mes connaissances par rapport au blockchain. De ce que j'ai compris, c'est vraiment utilisé pour, dans le fond, des échanges d'argent, notamment la crypto-monnaie. Je sais qu'à l'avenir, il y aura d'autres possibilités, comme vous avez parlé, pour les assurances et tout. Mais en ce moment, est-ce qu'il y aurait, dans le fond, un exemple concret à me donner d'une compagnie qui utilise la technologie blockchain autrement que pour, justement, des échanges d'argent? L'exemple de Everledger, c'est une application qui a été développée de mémoire par IBM, il me semble, mais qui est déployée et qui a une utilité pour l'industrie des producteurs et du réseau de revente de diamants, de façon à démontrer
que ce n'est pas lié à ce qu'on appelle le Blood Diamond, la production des Blood Diamond. Alors, hors de notre industrie aussi, il y a beaucoup d'exemples pour répondre à la question. Certains, nous, on dirait qu'on n'aura pas besoin de blockchain pour le faire. Exemple, Sierra Leone, plus tôt cette année, a décidé d'enregistrer les votes de ses citoyens dans une blockchain pour sortir les résultats immédiatement de façon non répudiable, c'est-à-dire une personne, pas associer la personne qui a voté, c'était pas chose, ça c'est un exemple. Il y a plusieurs exemples comme ça. Il y a des gens qui expérimentent la traçabilité dans les différentes supply chains, dont la nourriture. Moi, je suis un peu ambivalent sur cette application-là. Mais oui, il y a plusieurs exemples qu'on peut vous partager d'ailleurs. Il y a à peu près 9-10 exemples qu'on cite souvent. J'ai partagé quelques-uns tout à l'heure. Et d'ailleurs, c'est les exemples les plus intéressants, si on ne regarde pas la notion de monnaie virtuelle. Un dernier mot, si vous voulez ajouter quelque chose pour terminer. Merci au Cercle de finances Québec. Merci. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Alors, merci de votre attention. Alors, quelques mots pour terminer cet très intéressant échange. Alors, je voudrais dire merci beaucoup d'abord à Mme Motard pour son mot d'introduction tout à l'heure. Merci à notre animatrice Caroline qui fait toujours ça, qui relève toujours le défi avec brio. Merci à nos panélistes de ce midi. Je voudrais dire pour ceux et celles qui nous quittent à ce moment-ci de la journée, je vous souhaite un excellent après-midi. J'espère que vous avez aimé ce que vous avez entendu ce midi puis que vous ressortez avec une idée un petit peu plus claire de ce que nous réserve l'avenir avec la nouvelle technologie blockchain. Pour les personnes qui restent avec nous, cet après-midi, on continue de parler d'argent. On parle de notre argent, de ce qu'on peut faire avec. Alors, les personnes qui restent pour la suite du colloque Femmes en finance, vous descendez à l'étage en dessous de la réception, là où ont eu lieu les panels simultanés ce matin. Les panels devraient débuter dans une dizaine de minutes, donc vous avez le temps de vous déplacer vers vos salles respectives. On se retrouve dans cette salle-ci pour le panel de clôture vers 15h30 à peu près. Et par la suite, ça se terminera avec un cocktail réseautage. Donc, bon après-midi à tous.